Je voudrais d'abord te remercier, Hervé, remercier Emmanuel de me donner la parole sur un sujet, la pandémie, qui est éloigné de ma pratique habituelle, qui a toujours été restreinte au cancer, mais pour laquelle je pense que la Covid partage certaines similitudes d'approche, en tout cas de réflexion. Cancer et Covid ont un impact personnel, familial, social et économique très élevé. Sur une année glissante, la Covid a été responsable de près de 100 000 morts, le cancer de 150 000 décès prématurés. La Covid a un impact sur le cancer, recul du diagnostic précoce, chute dans le nombre de dépistages, retard des traitements et des prises en charge des patients. D'autre part, la pandémie a elle-même touché les personnes les plus fragiles, et parmi ceux-là, bien sûr, ceux qui ont un cancer, puisqu'ils ont la caractéristique d'être immunodéprimés, en particulier les patients avec une maladie immunologique ou hématologique qui ont payé un lourd tribut à la Covid. Dans les deux cas, la charge émotionnelle et le sentiment d'abandon et de solitude ont prévalu. Je n'ai plus accès comme avant au traitement, je n'ai pas de perspective thérapeutique et j'ai des pertes d'espérance de vie. L'information sur mon état de santé s'est dégradée, elle est souvent très contradictoire et de manière souvent caricaturale, avec des experts dont la multiplication est infinie. Et ils ont la particularité de s'opposer aux politiques. On reste donc très éloigné du concept de démocratie sanitaire, qui est l'aspect de cette session qui m'intéresse particulièrement, avec un dialogue quasi exclusif entre les experts du jour qui ont été identifiés et les décisions du pouvoir, les usagers étant toujours absents du débat. Donc, la situation pandémique a donc rebattu des cartes de ce qui avait été lentement mis en place, la démocratie sanitaire, et qui a encore beaucoup de travail à faire. Ce concept est défini, je pense que Anne-Marie reviendra dessus, par la participation des citoyens aux politiques de santé et comment ils influent sur les politiques de santé. Elles impliquent plusieurs acteurs et des interfaces entre patients publics et leurs représentants, les soignants et l'organisation du système de santé. Elle exige des interactions et des discussions dans la transparence, le recensement et le partage des informations, la participation à la définition et l'élaboration de politiques sanitaires. C'est vraiment un instrument d'émancipation sociale du patient qui devient acteur de sa santé et de son avenir. Cette notion de démocratie sanitaire a été mise en œuvre dans le courant des années 80 initialement, avec le SIDA, a été portée par le SIDA et portée surtout par ces associations, dont ACT UP, qui ont permis aux patients, aux chercheurs, aux soignants de travailler ensemble sur la prévention, le dépistage, le traitement, la recherche partant de la biologie fondamentale jusqu'aux essais cliniques et la recherche en sciences humaines et sociales, avec beaucoup de difficultés initiales, mais avec, au bout du compte, un indéniable succès. Les individus et leurs représentants sont devenus eux-mêmes des experts pour faciliter et guider la recherche, influer autant que possible sur la stratégie économique de l'industrie pharmaceutique qui a fait des revirements imposés. Et je pense qu'ils ont réussi à imposer au pouvoir public de reconnaître cette nécessité d'apporter des solutions. Un groupement d'intérêt public a été créé, l'ANRS, en 1992, qui permettait d'accompagner et de mettre en œuvre toutes ces actions. Pour revenir au cancer, c'est fort de ces expériences du sida, dans une maladie qui était responsable quand même de la mort de 30 000 jeunes
quelques années, hein, jusqu'en 1995, il y avait des trithérapies. Lorsque nous sommes arrivés à l'INCa avec Dominique Parana, qui en était le président, notre volonté a été de nous mettre dans des pas qui avaient déjà été explorés, d'essayer d'adapter en tout cas ce qui avait été fait au domaine du cancer. L'expérience du cancer était forcément plus large puisqu'elle incluait aussi les soins par rapport à la NRS, et plus complexe également le cancer, sociologiquement, culturellement, économiquement et médicalement. La représentation des associations dans le cancer est beaucoup plus morcelée, puisqu'elle se fait par pathologie, par classe d'âge, par organe. Et de ce point de vue, il faut souligner la force et la détermination des associations sur le cancer de l'enfant, qui ont su mobiliser, mener des campagnes visibles qui sont très émouvantes, qui ont réussi à stimuler les agences de l'État, les fondations, à s'engager dans ce domaine de recherche, lever des fonds, orienter et soutenir des programmes de recherche, et là encore, modifier les engagements de l'industrie pharmaceutique, bien que ça reste encore très insuffisant, à développer des essais précoces en oncologie pédiatrique, alors que ce créneau était complètement délaissé pour des raisons économiques et réglementaires. En 2008, donc, il y a 13 ans à peine, on doit rappeler que le cancer n'était pas nommé. Donc, nous avons eu à réaliser une évolution sémantique, et ça a eu lieu grâce aux premières campagnes grand public qui nommaient les cancers et qui y a posé des visages de patients et leur histoire. Vous vous souvenez sans doute des grands placards qu'il y a eu à cette époque-là dans les métros avec des portraits de patients dans lesquels il était annoncé qu'ils avaient un cancer. Et cette personnalisation a permis d'investir avec les patients et leurs associations tous les champs concernés, la prévention, le diagnostic précoce, toutes les formes de traitement et même la recherche. Ces représentants ont ainsi été des contributeurs dans la définition des programmes de recherche de l'Institut national du cancer, dans leur évaluation, et ils se sont portés même leaders sur certains aspects liés à la communication et à l'information. Donc, vous voyez, ce n'était plus une communication strictement descendante, mais également ascensionnelle. Et pour faciliter l'appropriation par les patients de leur santé, ont été mis en place, cette fois-ci par l'Institut et les pouvoirs publics, avec l'aide des patients, une consultation d'annonce de diagnostic, une consultation avec une infirmière et une assistante sociale en début de traitement, une réunion de concertation pluridisciplinaire qui préparait un programme de traitement avec remise écrite de ses conclusions, une consultation de fin de traitement, et ça a permis également de progresser vers ce qu'on a appelé le droit à l'oubli. Alors, il y a eu, en plus de ces initiatives nationales, des initiatives locales qui ont porté sur la création de comités de patients et d'usagers, le rapport des effets secondaires des traitements par les patients et des groupes d'information et de soutien organisés par les patients eux-mêmes. Bon, ces avancées ont pris du temps, sont encore insuffisantes bien sûr, mais peuvent contribuer à la réflexion sur la pandémie actuelle, je pense, dont un des problèmes, bien sûr, est la brutalité, mais qui était annoncée déjà par les infectiologues, la brutalité de sa survenue. La première de ces réflexions porte sur la communication, et en particulier la communication dominante qui est la communication audiovisuelle. On peut observer quand même que le patient est muet, il est sur un lit d'hôpital, ou plutôt de réanimation, il est intubé ou en passe de l'être, donc il n'a pas la parole. Il est aussi muet lorsqu'on le voit en train de se faire vacciner.
Morissette et bien d'autres. Sa parole, sa solitude, son anxiété, en particulier à domicile lorsqu'il est malade, sont occultées. La démocratie en santé, l'expression de ses besoins, sont à l'évidence repoussés à plus tard. Comme le rappelait une tribune récente dans Libération, les agences régionales de santé qui sont en charge de la gestion sanitaire de la Covid n'ont pas consulté ou mobilisé les conférences régionales nationales de santé, qui sont la voix des usagers, entre autres. Les décisions de l'État s'appuient sur des conseils scientifiques et médicaux ad hoc, puis plus récemment sur un conseil sur la vaccination. Il y a un silence complet des agences qui existent déjà, des instituts. C'est vrai qu'on n'a pas entendu ni l'INSERM, ni le CNRS, ni Santé publique France, ni le Haut Conseil à la santé publique. Et bien sûr, les usagers sont absents. À aucune des étapes, que ce soit le confinement total, partiel, le déconfinement, les couvre-feux, etc., aucun débat public n'a été proposé. L'acceptabilité ou la rectification des mesures aurait gagné auprès des populations, je pense, en particulier auprès des plus jeunes, si on avait mené ce type de débat. Pour finir, je voudrais partager avec vous quelques réflexions qui sont plus générales, qui sont inspirées de la lutte contre le cancer, et plus généralement peut-être de la pratique médicale telle qu'elle existe depuis des siècles. Hein. Premièrement, pour combattre une maladie, il faut pouvoir la nommer pour que les patients prennent part à leur combat. Pendant de très longs mois, les 3 premiers mois en particulier, mars, avril, mai 2020, ceci n'a pas été le cas en l'absence de diagnostic virologique utilisable. Deuxièmement, l'appropriation par le public inclut la prévention. On s'en est aperçu en tout cas en matière de prévention pour le cancer, de prévention ou même de diagnostic précoce. La mobilisation du public est essentielle, sinon ça ne marche pas. En débattre longuement est donc quelque chose de très très important. Seules les mesures qui sont imposées d'en haut sont souvent, la plupart du temps, des échecs. Troisième point, les patients, je pense, ont droit au diagnostic de la maladie et à une prise en charge médicale tout au long de leur parcours de soins. Je pense que la télémédecine, dans une maladie dont la principale gravité repose sur des problèmes respiratoires, c'est très insuffisant et c'est potentiellement très grave. Enfin, le dernier point, c'est plus ce qui se passe actuellement, c'est le problème de la surcharge de la réanimation. C'est une épreuve majeure pour les patients, une pression redoutable pour les soignants dans la situation pandémique actuelle. On peut regretter à la fois le manque de prévision dans le nombre de lits. Je pense que je ne suis pas le seul à le faire remarquer. Et bien sûr le nombre de soignants et le surcroît d'anxiété que cela fait peser sur les patients. Et en fait, la démocratie sanitaire, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre en situation de crise, mais c'est un champ de la démocratie qu'il faut vraiment continuer à creuser, labourer avec constance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Fabien, pour cet éclairage et ce parallélisme entre l'expérience que tu as du cancer et l'expérience actuelle.